Bonjour, c'est la vidéo pour la correction de l'examen formatif. Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, l'examen formatif que j'ai mis à votre disposition, c'est vraiment davantage pour vous remettre dans le bain de lire comment lire une vignette, quoi souligner, comment répondre aux questions. Ça fait un peu de révision, mais c'est vraiment aussi principalement un exercice. Donc, faites attention quand vous allez étudier pour l'examen partiel. L'information, la matière qui est vue dans l'examen formatif, ça ne veut pas dire que parce que dans le formatif, qu'elle n'apparaîtra pas à l'examen partiel. Il y a de la matière qui est dans le formatif qui est aussi à l'examen partiel. Puis il y a évidemment aussi de la matière qui ne sera pas dans l'examen partiel. Bref, ciblez pas votre étude en fonction du contenu de cet examen-là. Donc, on va commencer avec la première vignette. Eliane, 4 mois, est admise sur l'unité de pédiatrie depuis quelques heures. Vous avez lu la vignette déjà. Il y a certains éléments qui sont importants dans cette vignette-là, entre autres choses, l'âge. Donc, l'âge, tant en pédiatrie que chez l'adulte, c'est important toujours de considérer l'âge du patient. Ça peut avoir beaucoup d'impact sur leur examen physique, sur le type de maladie qu'ils peuvent avoir. À 14 mois, évidemment, ça a son importance, puis on va le voir tantôt. Euh, Elle a donc été endormie, elle a un Brudzinski positif, elle est bien perfusée, son abdomen est distendu mais souple, c'est sans importance vraiment. Puis elle a une éruption cutanée squameuse sur le thorax, sans rougeur associée. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement important, mais c'est bien de le souligner quand même parce que ça pourrait prendre de l'importance plus tard pour avoir des examens, des questions d'examen en lien avec, par exemple, comment évaluer une rougeur ou une éruption cutanée. Elle a des vomissements projectiles, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. La première chose avant de répondre à des questions d'examen qui est important de faire, c'est de se poser la question, c'est quoi votre impression clinique? Donc, une impression clinique, c'est, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec ce patient-là? Le seul signe qu'on a qui est spécifique à une maladie ici, c'est le Brudzinski positif. Parfois, vous n'allez pas avoir aucun signe spécifique de maladie, donc ça ne vous guidera pas nécessairement, mais c'est important de se poser la question, quelle est votre impression clinique ici? Ça serait une impression clinique de méningite parce qu'il y a une raideur nucléaire. Justement, la première question qui est posée, c'est votre constat d'évaluation. Donc, c'est quoi votre constat d'évaluation? C'est un peu l'équivalent d'une impression clinique. Ça serait une méningite bactérienne. Puis là, il faut faire attention parce que quand on formule la réponse, est-ce que c'est un risque de méningite bactérienne ou c'est une méningite bactérienne probable? C'est important de bien formuler parce qu'ici, on n'a pas moyen, premièrement, la méningite, c'est un diagnostic, on ne peut pas poser de diagnostic comme infirmière. Donc, soit on peut dire qu'il y a un risque ou que c'est un diagnostic probable. Ici, c'est probable parce qu'on a un signe spécifique, le protéinase positif. Donc, il y a une probabilité que ce soit une méningite bactérienne. Après ça, si on veut le savoir pour vrai, il va falloir que le médecin fasse une ponction lobaire. Puis aussi, c'est toujours bien dans une question d'examen, c'est toujours un peu implicite de savoir, euh, on veut savoir c'est quoi le constat d'évaluation prioritaire. Donc, dans cette vignette-là, la patiente, elle a une historique de constipation, puis elle a un abdomen distendu. Donc, on pourrait mettre constat d'évaluation constipation probable, mais c'est pas le prioritaire. Le prioritaire, ça serait plus la méningite. Donc, tu sais, choisissez toujours finalement la réponse qui est en lien avec quelque chose de prioritaire. Et pour ça, puis évidemment, pour savoir si c'est risque de ou probable, c'est vraiment s'il y a des symptômes clairs dans la vignette, ben, c'est plus un diagnostic probable. Question 2. Quel outil d'évaluation utilisez-vous afin d'assurer le suivi de l'état d'Eliane? En fait, ici, le mot-clé, c'est le mot outil. Quand on vous demande, on ne vous demande pas quelle évaluation allez-vous faire sur Eliane. À ce moment-là, on pourrait dire, ben, je vais faire système vitaux, je vais évaluer sa respiration. J'ai aucune information sur sa respiration, sur son état respiratoire.
mais ce n'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est quel outil d'évaluation vous allez utiliser pour faire le suivi. Et un outil, c'est quelque chose qui est randomisé, qui a été étudié, comme par exemple le Glasgow, l'échelle de Glasgow ou l'échelle de douleur. C'est une échelle, on observe le patient, on fait une évaluation physique et on donne des points. Ça finit par nous donner une note en pointage. Un outil d'évaluation, c'est ça, c'est quelque chose comme une échelle. Puis, quand il y a ça dans les questions, c'est ça qu'on veut savoir. Donc, faites attention de bien lire les questions. Ici, on a quelques directives infirmières déjà, signe vitaux, signe neuro, Q4PRN et geste excreta des comptes des vomissements. Quelles directives pourriez-vous ajouter? Donc, il faut faire attention ici de ne pas répéter celles qui sont dans la vignette parce qu'en fait, ce qu'on pose comme question, c'est qu'est-ce que vous vouliez ajouter au PTI? Donc, il ne faut pas que ça soit en lien avec ce qui est déjà là. Donc, faites attention à ça. Ici aussi, évidemment, la petite, elle a une historique de constipation, elle a une constipation probable, puis elle a une méningite probable. Prenez les directives infirmières en lien avec le diagnostic le plus prioritaire. Ici, ça serait la méningite. Donc, mettez des directives infirmières en lien avec la méningite. Par exemple, vous pourriez parler de la fontanelle, aviser si la fontanelle est bombée. Vous pourriez essayer de vous concentrer sur le soulagement de la douleur, par exemple, évaluer, soulager la douleur, diminuer les stimuli, des choses comme ça. Vous pourriez vous concentrer sur les complications possibles. Donc, une complication possible de méningite, ça serait l'hypertension intracrânienne. Bien, on pourrait dire de surveiller les signes d'hypertension intracrânienne puis donner quelques exemples ou carrément de dire, bien, aviser si anisocorie, Glasgow en bas de 14, des exemples comme ça. La fontanelle, c'est un bon exemple ici. La petite, elle a 14 mois. La fontanelle ferme à 18 mois. Là, à partir de 18 mois, arrêtez de parler de fontanelle, c'est comme théoriquement fermé. Même, tu sais, à 14 mois, elle est peut-être pas mal. Mais c'est encore évaluable, donc c'est correct de parler de la fontanelle dans les directives infirmières, mais faites attention, si l'enfant avait 3 ans ou 5 ans, ce ne serait vraiment pas une option intéressante. La mère d'Elianson, elle la trouve endormie. La petite a une anisocorie. Donc, les termes médicaux, c'est super important de connaître la terminologie médicale appropriée. Vous avez toujours à chaque session des terminologies à apprendre. Ben, assurez-vous de connaître comme il faut la terminologie liée aux pathologies que vous apprenez. Une anisocorie, c'est une inégalité pupillaire. C'est un signe de... Ah, ben, je ne vous le dis pas. Quand vous avez des signes vitaux dans une vignette, surlignez ceux qui sont anormaux. Donc, ici, on a 117 sur 67 qui est anormal. C'est trop élevé pour un enfant de cet âge-là. Les valeurs de référence en pédiatrie vont toujours être écrites. Il faut seulement connaître par cœur les signes vitaux adultes, évidemment, vous les savez. Puis les signes vitaux nouveau-nés, pour l'obstétrique, c'est important de les connaître bien par cœur. De toute façon, il n'y a pas, les valeurs de référence ne varient pas tellement pour un nouveau-né. C'est toujours les mêmes valeurs de référence. Donc, sachez-les. En pédiatrie, on va toujours vous les écrire parce que c'est trop variable. Bref, elle est hypertendue et elle est un petit peu bradycarde. Tout le reste des signes vitaux sont dans les normes. Donc, ici, complétez votre examen physique. Ça, c'est une question qu'on déteste parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'elle veut, la prof, que je dise dans mon examen physique? Je peux évaluer tellement de choses. Mais gardez toujours en tête que quand on parle quand on pose une question, implicitement, ça ne sera jamais écrit. Implicitement, c'est ce qu'on veut savoir, c'est dans votre examen physique, c'est quoi que vous allez examiner en priorité. Et n'oubliez jamais, une fois que vous avez lu la vignette, de vous demander, mais c'est quoi mon impression clinique par rapport à ce patient-là? Donc, commençons par ça. La petite est endormie, elle a une anisocorie, est hypertendue et bradycarde. À quoi vous pensez? Bien, elle a des signes d'hypertension intracrânienne. Donc, commencez par répondre à la question, c'est quoi mon impression clinique? J'ai une suspicion d'hypertension intracrânienne. Puis après ça, répondez à la question, complétez votre examen physique. Donc, est-ce qu'on a tous les signes et symptômes d'hypertension intracrânienne dans cette vignette-là ou il en manque? En gros, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous êtes capable de, en faisant un examen physique complet,
confirmer une hypertension intracrânienne. Donc, il en manque des signes d'hypertension intracrânienne. Ici, on n'a pas encore évalué la fontanelle dans aucune vignette, donc on pourrait dire, ben, est-ce que la fontanelle est bombée? On n'a pas non plus d'informations sur son échelle de Glasgow. On pourrait dire, ben, je veux faire une échelle de Glasgow. Il y a 2 éléments de la triade de Cushing qui sont présents en ce moment. Il y a l'hypertension puis la bradycardie. Donc, vous pourriez dire, ben, est-ce que la patiente respire en Cheyne-Stokes? Bref, il y a plusieurs éléments comme ça. Allez voir vos signes et symptômes d'hypertension intracrânienne. Ça leur a été des bonnes réponses d'examen physique intéressants à faire, évidemment, en notant que ce n'est pas déjà dans la vignette. Puis ici, on demande quelle est la complication. Ben, c'est un petit peu le même principe. Ben, c'est quoi votre impression clinique? C'est une hypertension intracrânienne. Évidemment, à l'examen, ça va rarement être les 2 questions qui vont être présentes parce qu'évidemment, ça se fait comme une question en cascade, dans le fond, qui ferait que si vous en manquez une, vous manquez un petit peu automatiquement l'autre. On ne fait jamais ça. Ici, c'est deux questions. L'une ou l'autre aurait pu être présente à l'examen, mais évidemment, pas les 2 en même temps. Charlotte, autre vignette, 16 ans, elle a pour une infection urinaire, elle a des symptômes d'infection urinaire. Encore une fois, c'est important de souligner dans les signes vitaux, si jamais vous ne l'avez pas fait, prenez l'habitude de souligner les signes vitaux anormaux. Ici, il y a quelques signes vitaux anormaux. En fait, ils sont presque tous anormaux. Là, elle est hypotendue, elle est tachycarde, elle est un petit peu tachypnique, elle est fébrile. On a quelques prescriptions ici. Puis, on demande quelle intervention faites-vous. C'est une question que vous allez voir souvent passer dans des examens. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est quoi votre intervention prioritaire. On veut tout faire parce qu'on se dit, bon, elle a besoin de soluté, elle va avoir besoin d'acétaminophène parce qu'elle est fébrile. Le médecin demande des hémocultures en stat. Bon, c'est sûr que ça semble pressant. Elle a besoin d'antibiotiques. Évidemment, les antibiotiques, plus vite on les donne, mieux c'est. Elle a besoin de Gravol parce qu'elle est nauséeuse. Puis, elle a besoin d'un bolus parce qu'elle est tachycarde. Donc, on a vraiment envie de tout faire, les prescriptions en même temps. Puis oui, toutes les choses vont finir par être faites, mais ce qu'on veut savoir, c'est quoi votre priorité de soins. Quand on se pose la question, c'est quoi une priorité de soins? Bien, on peut déjà commencer, quand on est un peu dans le flou, par se demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui est atteint dans l'ABC de la personne? Est-ce que elle apostrophe, est-ce qu'elle est inconsciente? Non, elle n'est pas inconsciente. Est-ce que le A est atteint? Donc, c'est voie aérienne. Est-ce qu'elle a du stridor? Est-ce qu'elle est encombrée? Est-ce qu'elle a besoin d'être aspirée? Ses sécrétions ont besoin d'être aspirées. Le B, c'est le breathing, respiration. Donc, elle est tachypnique, mais est-ce qu'elle a des symptômes respiratoires du genre du tirage, de la cyanose? Est-ce qu'elle désature? Est-ce qu'il y a une intervention à faire sur la respiration? Donc, ici, elle n'a pas de symptômes respiratoires. Puis, le C, c'est la circulation. Donc, est-ce qu'elle a des symptômes d'instabilité hémodynamique? Puis ici, bien, cette patiente-là, elle est justement tachycarde et hypotendue. Donc, on pourrait dire qu'en fait, ce qui presse le plus, c'est de régler son hypotension et sa tachycardie. Puis justement, on a une prescription en lien avec sa tachycardie. On peut donner un bolus. Donc, la première intervention à faire ici, ça serait de donner le bolus. Puis après ça, évidemment, on pourra choisir en fonction de ce qu'on a envie de faire. Le Tylenol pour la température, c'est sûr que ça serait logique. Ça va l'aider non seulement avec sa tachycardie, mais ça va aussi aider pour sa respiration parce que la température, ça fait augmenter le métabolisme et ça fait augmenter les besoins d'O2. Et oui, ça rend les gens tachypniques. Donc, c'est sûr que si on soigne sa température, ça va faire baisser sa respiration, ça va la remettre dans la norme. Mais évidemment, ici, vraiment, dans l'ABC, la seule chose qui était anormale, c'est le C. Donc, c'est lui qui gagne, c'est le bolus. Quelle manifestation clinique indique une pyélonéphrite aiguë, nausées, douleurs suspicieuses? Ils sont toutes bons. La pyélonéphrite aiguë, ils vont souvent avoir tous ces symptômes-là. Ce qu'il faut se demander comme question, c'est quelle la meilleure réponse. Donc, ici, la meilleure réponse, c'est la douleur au flanc et tachycardie, parce que la douleur au flanc, c'est spécifique de la pyélonéphrite aiguë. Je suis d'accord que les enfants avec pyélonéphrite aiguë vont être hyperthermiques. Puis la pollakiurie, c'est un symptôme aussi. C'est un signe, en fait.
Mais l'hyperthermie en soi, elle est non spécifique. Pourrait avoir une infection urinaire avec la fièvre, puis sans avoir nécessairement de PNA. Vraiment, le seul signe spécifique qu'on avait, c'était la douleur au flanc. L'hypotension artérielle et l'étourdissement, c'est plus un signe de choc, en fait, qu'un signe de PNA en soi. Quelles complications? Ben, on pourrait parler de la PNA, mais aussi du choc, un état de choc, un choc septique. Toutes ces réponses-là sont bonnes. J'ai entendu des fois des étudiants dire: «Ah, ben, elle pourrait être en insuffisance rénale aiguë». C'est vrai que l'insuffisance rénale aiguë, c'est une complication de la PNA, mais il faut faire attention. La, euh, L'IRA, est-ce que la patiente dans la vignette, elle a des symptômes d'IRA? Est-ce qu'elle est anurique? Est-ce qu'elle est enflée? Est-ce qu'elle a de l'édème? Non. Donc, si elle n'a pas de symptômes, on ne peut pas suspecter une complication. Il faut que la personne ait des symptômes. Dans cette vignette-là, les symptômes qu'elle avait, c'était des symptômes de PNA parce qu'elle avait une douleur au flanc et des symptômes de choc parce qu'elle avait une instabilité hémodynamique. Quelles sont les directives infirmières à inscrire au PTI? Il y en avait plein. Encore une fois, on se concentre sur le constat d'évaluation prioritaire. On peut donner des directives infirmières sur l'infection urinaire, mais dans la réalité, les directives infirmières en lien avec la PNA vont être beaucoup plus intéressantes parce que la PNA, elle est prioritaire par rapport à l'infection urinaire. Parce que justement, elle a un risque de complications beaucoup plus élevé. Donc, bon, les signes vitaux, tu sais, là, on n'a rien dans la vignette, donc vous avez le choix, les signes vitaux Q4, évaluer, soulager la douleur, aviser si hématurie, un ingeste excréta. Donc, tu sais, les possibilités de directives infirmières sont quand même multiples. Vous avez tout ça dans votre WONG, mais c'est vraiment quelque chose qui serait en lien avec la PNA, en fait, là, qui serait intéressant de mettre ici. Charlotte a reçu son bolus, une dose d'acétaminophène, la soft reaction est en cours. Vous remarquez que sa boîte est éteinte. Elle confirme qu'elle a des difficultés à avaler depuis peu. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé soudainement. Son auscultation est sans particularité, il n'y a pas de stridor et la saturation est à 100 Là, ici, c'est exactement le genre de vignette que vous allez voir arriver plus que vous allez avancer dans votre cours de soins infirmiers. Vous allez avoir de plus en plus de questions comme ça. C'est des questions de jugement clinique. La réponse, elle n'est pas dans votre livre. Elle est dans votre tête, dans votre jugement clinique d'infirmière. C'est super important d'être capable de reconnaître une complication chez un patient. C'est des questions qui sont fréquemment posées à l'examen de l'ordre. Donc, il faut utiliser notre jugement clinique pour répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'on a comme information? C'est qu'elle est en train de recevoir de la ceftriaxone et que soudainement, elle a une problématique avec sa voix, puis elle a de la difficulté à avaler. Ça veut dire qu'il y a de l'inflammation dans son larynx. Plusieurs étudiants pensent tout de suite à une laryngite, à une épiglottite, quelque chose comme une amygdalite parce qu'elle a une problématique au niveau des voies aériennes supérieures. Effectivement, c'est des symptômes d'amygdalite, de laryngite, etc. L'affaire qu'il y a ici, c'est qu'il faut se poser la question, c'est quoi votre impression clinique? Est-ce qu'une laryngite, ça peut arriver soudainement comme ça sur une patiente qui est hospitalisée pour une infection urinaire? Elle avait à la base aucun symptôme de laryngite, puis là, tout d'un coup, les symptômes apparaîtraient alors que ça fait pas 2 heures qu'elle est arrivée à l'hôpital. C'est comme étrange. Une laryngite, habituellement, tu commences par faire un peu de fièvre, avoir des malaises, puis éventuellement, tu as mal à la gorge, puis éventuellement, tu as du stridor. Ça arrive progressivement, une infection, ça n'arrive pas soudainement. Qu'est-ce qui peut arriver soudainement? C'est plus une réaction anaphylactique. Donc, ça arrive souvent que les étudiants trouvent ça. Ils se disent: «Ah, elle reçoit de la ceftriaxone, elle fait une réaction anaphylactique aux médicaments. Intéressant». Bien, ça, c'est une bonne impression clinique. Il faut toujours se poser cette question-là quand on regarde une vignette. C'est quoi votre impression clinique? Donc, l'impression clinique d'anaphylaxie, parfait. Maintenant, complétez votre évaluation physique. Qu'est-ce qui vous manque pour dire assurément c'est une réaction anaphylactique? On se rappelle que l'anaphylaxie, c'est 4 systèmes. Il faut évaluer le système gastro-intestinal, douleur abdo, vomissement, diarrhée,
le système cardiovasculaire, signes vitaux, tachycardie, hypotension, peau froide moite, marbrure. Le système dermatologique, est-ce qu'elle a de l'urticaire, ça pique-tu? Est-ce qu'elle a de l'édème périphérique, de l'édème au niveau du visage? Puis, ça, c'est dermatologique. Puis, le système respiratoire, est-ce qu'elle a de la difficulté à avaler, la voix rauque, des sibilances, du stridor, etc. On a déjà un de ces 4 systèmes d'atteints-là, qui est le système respiratoire parce qu'elle a de la misère à avaler puis qu'elle a la voix éteinte. Donc, le système respiratoire, il est déjà atteint. Maintenant, il faut trouver, est-ce qu'elle a un système, un autre système, un symptôme dans un autre système? Donc, complétez votre évaluation physique, c'est un peu ça que ça veut dire. Il faut chercher les autres symptômes d'anaphylaxie. Donc, vous auriez pu me parler de, je vais prendre mes signes vitaux pour voir si elle est tachycardo hypotendu. Je vais regarder sa peau pour voir si elle a une éruption cutanée. Je vais lui demander si ça pique. Je vais lui demander si elle a mal au ventre. Je vais lui demander si elle a de la nausée. Bref, il faut que vous complétiez l'évaluation physique, que vous évaluiez finalement les 3 autres systèmes pour voir s'il y en a un des 3 qui est atteint. Mais pour répondre à cette question-là, il faut que préalablement, vous vous soyez posé comme question, c'est quoi mon impression clinique? Toujours faire ça. Bon, vous soupçonnez une réaction anaphylactique. OK, dans les examens, les réponses ne seront pas données comme ça, mais bon, pour le bien de l'exercice, c'est là. Mais évidemment, non, on ne donne pas des réponses comme ça dans les vignettes suivantes, d'habitude. Ça ne sera pas facile comme ça. Bon, vous tirez la cloche d'urgence, vous cessez l'antibiothérapie, le médecin y arrive et vous prescrit plein d'affaires. Puis Charlotte, elle veut se lever pour aller aux toilettes parce que là, elle a envie de vomir. Donc, est-ce que vous lui dites oui, pas de problème? Ben non, vous ne dites pas ça. Vous refusez, en fait, la question. Dans la question, on ne vous demande même pas est-ce que vous accordez, vous êtes d'accord avec Charlotte ou pas. On vous dit carrément, vous lui refusez ça. Maintenant, on veut savoir pourquoi. Ce serait quoi une justification biologique derrière le fait que vous refusiez à Charlotte d'aller s'enfermer dans des salles de bain? C'est pas juste, en fait, c'est pas juste pour, mettons que le médecin avait dit, bah, repos au lit strict, répondez surtout pas, ben, parce que c'est prescrit. Parce que même si c'est prescrit, il n'y a jamais rien qui vous empêche de vous poser la question, est-ce que cette prescription-là, elle est raisonnable? Est-ce qu'elle est appropriée pour le patient? Donc, selon votre jugement clinique, est-ce que vous refusez de permettre à Charlotte d'aller à la salle de bain? C'est pas parce que ben, c'est prescrit ou parce que habituellement, on n'envoie pas des patients qui sont en choc anaphylactique aux toilettes. Essayez de penser biologiquement pourquoi, répondez comme une infirmière en fait, pourquoi vous ne voulez pas qu'elle se lève, cette patiente-là? Vous pouvez m'expliquer que, ben, un choc anaphylactique, c'est un choc vasodilaté. La personne elle a une vasodilatation périphérique. Elle est tachycarde, elle est hypotendue. Puis en plus de ça, elle était déjà hypotendue avant de faire son choc anaphylactique, cette patiente-là. Donc, elle est vraiment à risque de chute. Elle pourrait faire une hypotension lorsqu'elle se lève parce que ça fait chuter la pression, le fait de se lever. Ça, si vous me répondez ça fait du sens sur le plan biologique. Ça a du sens sur le plan biologique. Vous pourriez aussi parler du fait que ben, si elle va à la toilette puis qu'elle barre la porte, ben, elle est en anaphylaxie, elle va se détériorer à chaque seconde qui va passer. Puis, vous ne pourrez pas être là pour surveiller ses signes et symptômes et pour intervenir. Ça aussi, ça pourrait être, en autant que vous me dites, oui, le choc anaphylactique, il ne va pas partir de lui-même. C'est un choc qui est évolutif, qui va juste s'empirer à chaque seconde. Donc, c'est la raison biologique pour laquelle vous n'allez pas la laisser aller à la salle de bain. Et l'intervention, bien, encore une fois, ici, on veut savoir l'intervention prioritaire. On a les prescriptions ici à jeun. Bon, j'avais rajouté repos au lit strict qui n'est pas dans votre version, là. Mais bon, repos au lit, O2 pour saturation en haut de 94, signes vitaux, l'épi en injection intramusculaire, l'épi en nébulisation, s'il y a du stridor, puis installer une deuxième voie veineuse. On a envie de tout faire ça en même temps, mais la première chose qu'il va falloir faire, ça va être quelque chose qui a rapport avec l'ABC. Donc, le L apostrophe, la patiente n'est pas inconsciente. Le A, elle a un problème au niveau du A, au niveau des voies aériennes. Elle a la voix rauque et elle a de la difficulté à évaler. Ça veut dire que son larynx est édémacié. C'est un problème au niveau du A.
Et la façon que vous allez régler ça, c'est en donnant de l'épinéphrine 0,5 mg en intramusculaire. C'est le traitement de l'anaphylaxie. Donc, on commence par traiter son A, puis après ça, on verra, est-ce qu'elle a des problèmes au niveau du B? Non, elle ne désature pas. En tout cas, dans la vignette, ce n'était pas écrit qu'elle désaturait. Puis dans le C, on ne parlait même pas de ces signes vitaux encore. Et ça serait intéressant de les prendre, ces signes vitaux, mais ça vient quand même après le A. Et le A, c'est l'épinéphrine 0,5 mg en intramusculaire, c'est le traitement de l'anaphylaxie. Bref, l'intervention, c'est l'épi intramusculaire. Bon, Charlotte, elle va mieux. Elle vous demande une méthode contraceptive, puis elle ne veut pas d'hormones. Ben, vous n'avez pas tant d'options à lui offrir à part. Puis elle ne veut pas de condom. Donc, c'est sûr que le condom féminin pourrait être une option, mais si elle n'aime pas le condom masculin, elle ne va sûrement pas aimer le condom féminin parce qu'elle est trop gênée pour l'utiliser. Elle ne veut pas d'hormones, donc il va falloir un stérilet en cuivre. Il n'y a pas tant d'autres options que ça. Bon. Vous procédez à l'admission de Marjolaine, 18 mois, blablabla, elle n'est pas vaccinée, elle a un stridor aux pleurs, mais sinon, le reste de son évaluation respiratoire est quand même sans particularité. Elle est déshydratée. Elle a plusieurs symptômes signes et symptômes de déshydratation. Il y a creux, oliguриque, le retour capillaire est mauvais, elle a eu beaucoup de diarrhée dans la journée, elle a vomi, et puis elle tolère juste du jus de pomme. Ça va pas super bien, finalement, cet enfant-là. On vous demande d'interpréter le gaz sanguin. Bon, les interprétations de gaz sanguin rendues en 4e session, ça ne devrait plus être un problème. Si vous avez de la difficulté, de l'inconfort avec les gaz sanguins, allez voir n'importe quel prof de 4e session. Ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. C'est pas compliqué, analyser des gaz sanguins. Il faut juste avoir confiance en soi et comprendre les concepts de base. Bref, régler ça. Ce n'est pas assez compliqué pour que vous n'ayez pas la possibilité de régler ça en 4e session. Bref, l'interprétation du gaz sanguin, c'est une acidose métabolique non compensée. L'interprétation, ça va. Maintenant, l'explication. Pourquoi cet enfant-là, c'est ça qui est intéressant dans le fond. Pourquoi cet enfant-là est en acidose métabolique? Qu'est-ce qui a fait qu'elle manque de bicarbonate? Est-ce que ses reins ont arrêté de fonctionner? Ou c'est juste un manque de bicarbonate? Ici, il y a plusieurs options. Bien, il y a 2 options intéressantes pour expliquer son acidose métabolique. Elle est déshydratée au point d'être oligurique. Donc, on le voit que ses reins essaient de concentrer son urine. C'est pour ça qu'elle urine moins. Ou bien, elle est carrément déjà installée dans une insuffisance rénale en lien avec un choc hypovolémique. Donc, quand on manque de volémie sanguine, quand on est déshydraté sévèrement, nos reins peuvent temporairement cesser de fonctionner parce qu'il n'y a plus d'eau au moulin. Finalement, les reins vont cesser de fonctionner temporairement. Ils ne sont pas complètement, l'insuffisance rénale n'est pas nécessairement permanente, elle est temporaire. Quand on va réhydrater la personne, les reins vont recommencer à fonctionner. Ça pourrait être une option. L'option la plus logique, par contre, chez un enfant de 18 mois qui a des reins comme pas mal neufs, finalement, ce serait plus le fait qu'elle perd des bicarbonates. Puis comment on perd des bicarbonates? Bien, par la diarrhée. Donc, la diarrhée, il y a beaucoup de bicarbonate dans la diarrhée. Donc, juste le fait d'avoir eu 5 diarrhées depuis ce matin, ça peut expliquer le gaz sanguin. Quel conseil donnez-vous à la mère? OK, ici, il y a plusieurs conseils que j'ai envie de donner à cette maman-là. Bien, la petite n'est pas vaccinée. J'ai envie de faire de l'enseignement sur la vaccination. Elle a un stridor lors des pleurs, donc ça serait peut-être une bonne idée de lui donner des conseils par rapport au traitement de la méningite, du traitement de la laryngite, là, bon, le froid, l'humidité froide, ce genre de conseils-là. Puis aussi, elle est déshydratée, puis elle tolère que du jus de pomme. Donc, tu sais, on a une problématique au niveau de la réhydratation de cet enfant-là. Elle est mal réhydratée. Puis le jus de pomme, ce n'est pas nécessairement le, le meilleur mode de réhydratation d'un enfant. Donc, ça serait intéressant. Ici, on a 3 types d'enseignements, en fait, intéressants à faire chez cet enfant-là. Maintenant, bien, choisissez le prioritaire. Dans un monde idéal, si vous voulez être sûr de ne pas vous faire avoir finalement,
pas sûre qu'en 4e session, on serait à ce point-là piqué là, sur la priorité des conseils, mais je dirais que, tu sais, logiquement, dans la vie, on va toujours commencer par les conseils, l'enseignement qui est en lien avec le problème prioritaire de la personne. Donc ici, la petite, elle a une laryngite, mais là où elle a le plus de symptômes, c'est vraiment par rapport à cette déshydratation. Donc, meilleur conseil à donner à la mère, la réhydratation, comment on fait ça? La réhydratation orale avec du Pédialyte, puis aussi conseil, bon, ben, vous lui donnez tant de millilitres à toutes les 5 minutes, etc. Donc, des petites quantités, mais fréquentes pour être sûr qu'elle se réhydrate bien. Puis, pourquoi vous lui dites de prendre du Pédialyte plutôt que du jus de pomme? Ben, le jus de pomme, ça n'a pas d'électrolyte. Donc, quelque chose qui ressemble à ça. Ça pourrait être un conseil qui a bien du bon sens. Puis la justification, ça serait justement parce que le jus de pomme, il n'y a pas de sodium là-dedans, donc ça ne va pas bien réhydrater l'enfant, puis on risque une hyponatrémie. Ça serait une justification qui aurait de l'allure. Bon, j'ai enlevé la question 16 pour ceux qui ont l'ancienne version de l'examen. Il y a 2 versions qui circulent un petit peu, là. J'ai coupé la question 16, ça faisait assez de directives infirmières. C'était ça la question. Quelle directive inscrirez-vous en lien avec un constat de gastroentérite virale probable? Ben, vous avez souvent ça, un PTI de fait dans votre cours de gastro. Sinon, ben, dans votre WOG, là, il y en a des PTI, donc allez fouiller là-dedans. C'est plein de belles petites perles. Donc, c'est des isolements, la réhydratation, les signes vitaux, les enseignements de signes de déshydratation chez les parents, bla, bla, bla. Bon, ça, c'était pour la question que j'ai coupée, pour ceux qui l'avaient. Sinon, la prochaine question, ça serait quel élément de l'évaluation physique permet de surveiller la complication possible de l'invagination? Vous avez vu l'invagination dans votre cours de gastro. C'était quoi le signe spécifique de l'invagination? C'était des selles comment gelées rosâtres. C'était un des signes spécifiques de l'invagination, donc il faudrait surveiller la qualité des selles. C'est quoi le signe de psoas que ça indique? Le signe de psoas, ça indique une appendicite. La couleur de l'urine, pourquoi on surveillerait la couleur de l'urine? Bien, si on veut surveiller une hébaturie, ça serait lié à la PNA. Puis la déglutition fréquente, c'est un signe de saignement post-amydalectomie. La mère de Marjorie s'est fait expliquer que retarder la vaccination mettait sa fille en danger. Bref, finalement, elle veut commencer la vaccination. Est-ce que vous allez vacciner Marjorie? Est-ce que vous allez vacciner Marjorie? C'est une question, encore une fois, comme tantôt, ce n'est pas écrit dans les livres. Quoi faire? Il faut que vous utilisiez votre jugement clinique, que vous utilisiez les éléments de la vignette pour décider est-ce que je la vaccine ou pas? Puis, comme on l'a vu dans le labo vaccin, franchement, on peut vacciner pas mal tout le monde. Les contre-indications sont minimes. Si elle n'est pas immunosupprimée, ce qui est le cas de Marjorie, elle n'a pas d'immunosuppression connue. Elle a plus que, elle a quel âge exactement? 18 mois, donc elle a plus que 12 mois. Il n'y a pas de contre-indication là non plus. Elle n'est pas enceinte, évidemment. Puis, elle n'est pas allergique. En tout cas, dans la vignette, ce n'est pas écrit qu'elle avait une allergie au vaccin. Donc, théoriquement, cet enfant-là peut recevoir les vaccins. Il n'y a pas de contre-indication claire. Maintenant, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de vacciner Marjorie? Bien, ça va dépendre de votre examen physique. Dans le protocole d'immunisation du Québec, ça dit que tu peux vacciner quelqu'un qui est malade en autant qu'il y a un bon état général et que ton jugement clinique te permet de dire que c'est sécuritaire. Donc, quand est-ce que tu pourrais te dire, ben, c'est pas sécuritaire de vacciner quelqu'un? Ben, c'est quand que l'état général de la personne, il est mauvais. Bon, c'est en masse vague, ça, un état général mauvais, bon, OK. Ben, pose-toi la question maintenant, si elle avait une réaction grave à la vaccination, comme par exemple une anaphylaxie, est-ce que son examen physique, ses symptômes, ses signes et symptômes aujourd'hui de sa maladie compliqueraient une anaphylaxie? Ben oui, parce que Marjorie, une anaphylaxie, ça atteint le larynx. Il y a un édème au niveau du larynx. Marjorie, elle a un stridor lors des pleurs, elle a vraisemblablement une laryngite. Donc, ça ferait en sorte que ça compliquerait une anaphylaxie. Puis en plus de ça, l'anaphylaxie, ça fait une hypotension puis une tachycardie. Et la petite est déjà tachycarde. Elle est déjà
déshydraté. Donc, l'instabilité hémodynamique de l'anaphylaxie va être compliquée par une instabilité hémodynamique déjà installée par un choc hypovolémique parce qu'elle est déshydratée. Mauvaise idée. Donc, si vous avez des éléments comme ça qui compliqueraient une anaphylaxie, dites-vous juste, regarde, on va faire ça plus tard. Donc, ça serait non. Et les explications, la justification, ça serait soit parce qu'elle a déjà un larynx un peu édémacié, un peu compromis, ou elle a déjà une hémodynamie un peu compromise à cause de sa déshydratation. Donc, vous avez deux possibilités de justification ici. Bon, le stridor de Marjorie s'intensifie, elle a de la misère à respirer, elle est assise dans son lit et elle bave abondamment. Ici, j'ai utilisé des mots de tous les jours. J'aurais pu écrire elle est en position tripode et elle présente de l'hypersialurie. Et il faudrait que vous sachiez c'est quoi une position tripode et une hypersialurie. Donc, les mots, la terminologie médicale est importante. Et évidemment, là, ça, c'est des signes spécifiques d'épiglotite. Donc, la première chose qu'il faut se poser comme question quand on lit une vignette, c'est quoi votre impression clinique? Elle a des sibilances, elle n'a pas de bronchie, elle n'est pas congestionnée, elle sature à 94. Bon. Elle a des prescriptions. Quelles complications? On vient d'en parler. Il y a des signes spécifiques d'épiglotite. On ne peut pas le savoir assurément que c'est une épiglottite parce qu'il faut faire une radio pour savoir ça, une radio des tissus mous. Mais on peut avoir, c'est une impression clinique, donc on peut écrire épiglottite probable à ce moment-là. L'autre question après, c'est quelle est votre intervention? Et encore une fois, on veut dire par là prioritaire. L'intervention prioritaire, ben, je vais faire un ABC. L apostrophe n'est pas inconsciente. Ah, est-ce qu'elle a une problématique au niveau du airway, des voies aériennes supérieures? Ben oui, elle a un stridor de repos, cet enfant-là. Alors, on arrête ici. C'est la première chose qu'on va vouloir régler, c'est le A. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les prescriptions qui soigne le A? Ben oui, il y a de l'épinéphrine, 5 ml en nébulisateur, c'est stridor de repos. Ben, on arrête là. Après ça, oui, c'est vrai qu'au niveau du B, on a envie de faire des choses. O2 pour saturation en haut ou égal à 94. On veut faire peut-être, la toilette nasale n'est pas nécessaire parce qu'elle n'est pas congestionnée, mais tu sais, elle a des sibilances, elle a l'auscultation. On aurait envie de donner des bronchodilatateurs. Ça tombe mal, il n'y en a même pas. Dans les prescriptions, il y a de l'Alvesco, mais c'est un corticostéroïde, donc on peut même, ça ne va rien donner. Cette patiente-là, elle est connue pour être déshydratée. C'est clair qu'on veut lui donner un bolus de NaCl en 30 minutes parce qu'on le sait qu'elle est déshydratée. Donc, c'est super important, mais le C vient après le A. Alors, on commence avec le A, avec l'épinéphrine. Le bolus, ça sera après. Ça, elle va mieux. Vous remarquez que la mère texte alors qu'elle a de la difficulté à respirer la petite. Elle dit de toute façon, je n'arrive jamais à la consoler. Donc, on voit ici qu'il y a une petite problématique comportementale chez la mère, une petite problématique de difficulté d'attachement avec son enfant. Quand un parent n'arrive pas à consoler son enfant, c'est parce que il manque peut-être de trucs pour la consoler. Puis on voit la mère, elle a comme un peu abandonné euh, euh, son rôle de mère, si on veut. Elle vit beaucoup de stress, elle ne reçoit pas beaucoup d'argent, elle est isolée socialement. Vous examinez Marjolaine, elle a beaucoup d'échymoses sur les tibias et sur l'épaule droite. La mère explique que, ben oui, c'est normal, elle tombe parce qu'elle a 18 mois. Est-ce qu'on fait un signalement? Bon. Ici, dans la vignette, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettraient de dire que la mère a besoin d'aide. Il faut faire attention quand on regarde une vignette. Il y a une différence entre des facteurs de risque et des manifestations cliniques de quelque chose. Donc ici, les facteurs de risque, ça serait le stress, l'argent qui manque, l'isolement. C'est des facteurs de risque. C'est pas pour ça que je vais faire un signalement au DPJ. Donc, ça peut pas, c'est pas ça que je veux voir dans une justification. Une vraie justification de pourquoi tu vas faire un signalement à la DPJ, au DPJ pour cette petite-là, c'est pas à cause des facteurs de risque, c'est à cause des manifestations de la maltraitance. C'est quoi qu'on a comme manifestation de maltraitance ici? C'est un trouble d'attachement. Donc, une mère qui n'arrive pas à consoler son enfant, il y a un trouble d'attachement qui est manifeste.
Et l'autre élément, c'est l'ecchymose sur l'épaule droite. Donc, un enfant de 18 mois, oui, ça a plein d'ecchymoses partout. Ça tombe, ça joue, etc. C'est normal. Mais ça ne devrait jamais avoir des ecchymoses. Les ecchymoses permises, en fait, c'est en bas du coude, en bas du genou, front et menton. Les autres endroits, l'épaule, par exemple, ne devrait jamais avoir de bleu, là. Donc, le bleu sur l'épaule droite, ça, c'est une manifestation clinique de maltraitance. Si vous me parlez des ecchymoses sur les tibias, ben, des ecchymoses sur les tibias, ce n'est pas un signe de maltraitance, c'est juste un signe d'un enfant qui joue. Alors, dans la justification, ça serait vraiment le trouble d'attachement ou l'ecchymose sur l'épaule droite. Ça pourrait un ou l'autre, ou les deux encore mieux. Bon, Mathieu, 12 ans, se présente au CLSC, fait changer son pansement en mèche. Vous regardez la plaie. Elle a un écoulement purulent et un érythème, donc une rougeur au pourtour de la plaie. On a deux signes d'infection ici. C'est quoi? Quel signe pourrait être présent? Puis là, quand le verbe est au conditionnel, c'est pas quels signes et symptômes sont présents, c'est quels signes et symptômes pourraient être présents. Quand c'est au conditionnel, ça veut dire qu'il faut que ça soit ailleurs que dans la vignette. Donc, forcément, ici, il va falloir trouver autre chose que de la rougeur puis un écoulement purulent. Vous pourriez parler de douleur en augmentation, de la fièvre. Vous pourriez parler d'odeur, de la plaie. Bref, il y en a des signes et symptômes d'infection de plaie. Il y en a d'autres. Mathieu mentionne avoir mal à la gorge et une éruption cutanée. Il est plus fatigué que d'habitude. Sa langue n'est pas framboisée. Ses amygdales sont édématiées, douloureuses. Il n'y a pas de tridor, pas de tache de Koplik. Vous me voyez venir ici. On est dans maladie infectieuse, maladie contagieuse. Dans le cours de maladie contagieuse, vraiment, c'est d'être capable d'identifier finalement les maladies contagieuses, essayer de trouver les signes et symptômes spécifiques des maladies contagieuses. Les taches de Koplik, c'est spécifique à la rougeole. Ici, il n'y en a pas, donc ce n'est pas la rougeole. Il y a des adénopathies cervicales. Ça, c'est vraiment pas spécifique. À peu près toutes les maladies contagieuses ont des adénopathies, donc ça n'aide pas. Mais ici, il y a une hépatosplénomégalie. Ah, ça commence à être un petit peu plus spécifique d'une pathologie. L'éruption cutanée localisée au pli de coude, ça n'a pas rapport, desquamation, je veux dire, il n'y a pas de maladies contagieuses qui ont des éruptions cutanées spécifiquement dans les plis de coude. Donc, c'est clairement pas, ça n'a pas rapport vraiment avec une maladie contagieuse ici. C'est un leurre pour des fins de même. Bref, le seul signe spécifique qu'on a ici, c'est l'hépatosplénomégalie. Et évidemment, la seule maladie contagieuse qui a une hépatosplénomégalie claire, c'est la mononucléose, en tout cas dans les maladies contagieuses qu'on a apprises. Donc, votre constat d'évaluation, ça serait mononucléose. Bref, apprenez les signes et symptômes spécifiques des maladies. Si la langue avait été framboisée, ben, j'aurais peut-être suspecté une scarlatine. S'il y avait eu des taches de Koplik, ben, j'aurais suspecté une rougeole. S'il y avait eu des vésicules prurigineuses, ben, j'aurais suspecté une varicelle. Bref, soyez en mesure de les identifier. Donc, une fois qu'on sait que c'est une mononucléose, quel conseil donnez-vous à la mère? Ben, c'est évidemment en lien avec la mononucléose. Le risque étant la lésion splénique. Vous pourriez parler du fait de faire attention, de ne pas faire de sport de contact, mais vous pourriez aussi donner des conseils par rapport à l'odynophagie. Ici, on parle que les amygdales du petit sont édémaciées, douloureuses, donc il y a forcément de la difficulté à avaler. Vous connaissez les conseils en lien avec le mal de gorge. Parler de la nourriture molle, froide, pas épicé, l'analgésie, de la glace. Bref, il y en a plein des conseils par rapport à l'odynophagie. On les a vus dans le cours de maladies contagieuses. Vous pouvez les mettre là. Ça fait l'affaire comme réponse. Les résultats sanguins sont de retour. L'hémoglobine est à 65. C'est un peu bas. Le médecin demande des investigations supplémentaires et une transfusion sanguine. Ici, pour l'hémoglobine, habituellement, quand on donne des valeurs comme ça, on donne des valeurs de référence. Je viens de remarquer que je ne les ai pas écrites, mais inquiétez-vous pas, à l'examen, les valeurs de référence vont être présentes dans les vignettes quand on donne des résultats sanguins. Le petit est d'accord d'avoir
d'avoir le sang, la mère est d'accord aussi. Vous faites le code 50 et le médecin vous demande 1 kilo et une HbHT 4 heures après la fin de la transfusion. Tout le monde est content. Nommez au moins 2 vérifications qui doivent être effectuées avant d'aller chercher le produit sanguin. Là, avant d'aller chercher le produit sanguin à la banque de sang. Ça veut dire que vous avez fait le code 50, vous avez le groupe sanguin, vous le connaissez, puis la banque de sang vous a appelé pour vous dire « le sang est prêt ». Rappelez-vous que vous avez 4 heures. À partir du moment où le sang sort de la banque de sang, vous avez 4 heures pour l'administrer. Ce n'est pas le moment, quand vous recevez la poche de sang, de vous dire « Ah, ben, son soluté plus bon, ça tombe donc bien mal » ou « Ah, ben, fallait lui donner du Benadryl parce que la dernière fois qu'il a reçu 1 kilo sanguin, il a fait de l'urticaire. Puis le médecin, il a prescrit du Benadryl avant de « Ah, ben, j'ai pas passé. » Tous ces éléments-là. Donc, c'est dans votre mémoire les vérifications à faire avant d'aller chercher votre poche de sang à la banque de sang. Vous effectuez la vérification du produit sanguin avec une collègue. Quel type de produit sanguin Mathieu peut-il recevoir? OK. Ici, je le sais, c'est pas écrit dans la vignette, c'est quoi son groupe sanguin. Allez-y avec la logique. Il y en a une réponse qui est meilleure que les autres. Est-ce que le médecin a prescrit du plasma? Non, il a prescrit 1 kilo globulaire. En plus, est-ce que c'était logique de donner 1 kilo globulaire plutôt que du plasma? Ben oui, son hémoglobine est basse. Il n'y a pas d'hématite dans le plasma. C'est clairement 1 kilo globulaire dont il a besoin. Donc, ça élimine déjà le A et le B. Puis le kilo globulaire, ben, en fait, à moins que l'enfant soit AB positif, il ne pourra pas recevoir du AB positif. Mais clairement, peu importe son groupe sanguin, il va pouvoir recevoir du O négatif. Donc, il faut juste ici connaître le principe de l'antigène, de l'anticorps et des compatibilités probables. Donc, ça, c'est important à juste comprendre. Apprenez pas ça par cœur, faites juste le comprendre. Le O négatif, c'est un donneur universel. Il n'y a aucun anticorps dans ce produit sanguin-là. Donc, tout le monde peut recevoir il n'y a pas d'antigène, pardon, dans ce kilo globulaire-là. Tout le monde peut recevoir du O négatif. Tandis que le AB positif, en fait, il est receveur universel. Mais il ne peut pas donner à personne, par exemple, parce que le AB positif, il y a des antigènes A et des antigènes B, donc il va se faire attaquer par à peu près tout le monde. En fait. Bon, la transfusion étant... Bref, la réponse était O négatif, évidemment. La transfusion est en cours, vérifier les signes vitaux de Mathieu. Nommez une manifestation de réaction transfusionnelle pour chaque système suivant. Il y en a des possibilités de manifestations cliniques de réaction transfusionnelle, il y en a plein. Donc, vous pourriez vous concentrer sur, si vous connaissez bien les signes et symptômes d'anaphylaxie, vous pourriez mettre un symptôme d'anaphylaxie par système, ça serait bien correct. Mais il y a plein d'autres réactions transfusionnelles possibles. Il pourra faire une réaction hémolytique. À ce moment-là, dermatologique, vous pourriez rajouter le l'ictère. Puis, vous pourriez rajouter dans le neuro la douleur au lombaire. S'il fait une réaction de surcharge ou une atteinte pulmonaire, bien, dans le respiratoire, vous pourriez rajouter les crépitants, l'orthopnée. Donc, des réactions des signes et symptômes de réaction transfusionnelle, il y en a plein. J'aurais pu en mettre d'autres systèmes comme voyons, le urinaire, puis vous pourriez mettre hématurie à ce moment-là dans urinaire. Il y en a vraiment beaucoup des signes de réaction transfusionnelle et c'est pour ça que j'en demande 5 parce qu'il y en a une possibilité quand même importante. Quand il y a beaucoup de choix de réponses possibles, ben, c'est sûr qu'à l'examen, on va en demander un petit peu plus. Bon, fait que ça fait le tour de l'examen formatif. En fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment comment lire les questions et comment lire les vignettes, puis comment répondre aux questions. J'espère que ça vous a aidé un petit peu aussi pour la révision tant qu'à faire. Bonne étude!